Salut à toutes et tous, bienvenue dans votre émission Sport Planète. C'est déjà le 10e numéro. Aujourd'hui, je vous propose tout de suite qu'on découvre le sommaire de cette émission. Du plastique transformé en maillots de foot, des maillots de foot qui deviennent des cônes d'entraînement. C'est l'idée de Nolt, une marque de sport éco-responsable et circulaire. Son cofondateur, Paul Guinard, est avec nous. L'été dernier, en pleine canicule, ils ont été sous le feu des critiques, mais les golfs en France sont engagés depuis longtemps en faveur de l'environnement. La fédération aussi, elle vient de lancer un fonds de dotation FF Green. Gérard Rougier va nous en parler dans quelques minutes. Et puis au sommaire évidemment de cette émission, toutes les petites infos en bref de Sport Planète et le quiz, l'écolo quiz pour nos deux invités du jour que je salue. Merci à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être là pour ce 10e numéro déjà de Sport Planète. On va débuter avec vous, Paul, pour parler de Nolt. Vous êtes cofondateur de cette marque, je le disais en titre, éco-responsable et circulaire. Vous nous avez amené un échantillon de ce que vous faites et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Nolt est né il y a 3 ans. Pourquoi et comment? Pourquoi? Parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'assez clair. Beaucoup de clubs de sport sont équipés avec des produits entrée de gamme et des produits où est-ce qu'on ne s'est jamais posé vraiment la question de l'impact environnemental. Donc c'est un peu pour ça que c'est né. Et comment? Une rencontre. J'ai rencontré mon associé Olivier qui, lui, avait très envie de lancer des projets éco-responsables mais accessibles. Il m'a toujours dit c'est chouette de faire quelque chose d'éco-responsable mais il faut le démocratiser au maximum. Donc on a conçu dans nos têtes pendant le confinement, on avait plus ou moins que ça à faire, ce projet de se dire qu'on allait lancer des vêtements de sport pour les jeunes, donc pour les clubs, du rugby, du basket, du foot, mais le plus accessible possible. Et toujours cette même idée, il faut que ça soit éco-responsable, que ça soit technique et que ça soit accessible. On a tout construit autour de ça et la circularité s'est greffée au truc. On va y revenir dans quelques instants. Alors vous le dites souvent, des produits d'entrée de gamme pour les clubs. Et la problématique, c'est souvent qu'on les change très souvent, trop souvent. C'est là-dessus aussi que vous voulez agir? C'est le vrai sujet. En fait, un club change souvent de sponsor. Les sponsors sont sur le maillot. On se retrouve en fin de saison, on ne sait pas quoi en faire. Les maillots on s'est rendu compte que les maillots étaient jetés, stockés, puis jetés. Mais la finalité, c'est toujours la même. On est sur une matière, le polyester, donc pétro-sourcé, qui finira enfoui quelque part. Donc nous, on prend des matières plastiques, du déchet plastique, on fait des maillots donc en polyester recyclé et nos maillots, on les revalorise, on les transforme en d'autres produits. Alors, on a une petite panoplie sur cette table. On a des maillots donc, qui étaient avant du plastique. C'est ça. Ça, voilà. Ça, par exemple, c'était c'est 12 bouteilles en plastique. 12 bouteilles en plastique, ok. En partie venant de la Méditerranée. D'autres parties, c'est de la poubelle jaune, comme vous faites, j'imagine, chez vous. Évidemment, nous traitons évidemment. consciencieusement. Donc ça, c'est les maillots. Et après, quand les maillots, on ne peut pas les recycler à nouveau, on en fait des cônes en plastique pour les entraînements. On en fait ça. On a son bleu, blanc, rouge. On est très fiers de cette couleur. Alors, c'est pas bleu, blanc, rouge volontairement. On ne s'est pas dit parce que c'est un projet français, il faut que nos coupelles soient bleu, blanc, rouge. C'est les 3 couleurs qu'on maîtrise. C'est aussi simple que ça. Nos couleurs sont induites par le textile qui est à l'intérieur. Donc en fait, en faisant nos mélanges, on se rend compte que le rouge, le blanc, gris et le bleu ressortent en priorité. On a réussi à faire un très beau vert. Ça a beaucoup moins d'intérêt, une coupelle verte sur un terrain de football ou de basket ou de rugby. Effectivement. Sur un terrain de basket, ça pourrait effectivement marcher. Aujourd'hui, je crois que ce sont 350 clubs qui utilisent vos équipements. Alors, c'est déjà très chouette, il y a de l'impact, on le sait. Comment on fait pour que les petits gamins qui portent les maillots soient conscients de ça et soient conscients que justement, leur maillot, c'est pas comme celui d'avant, celui-là, il est un peu plus éco-responsable? Il y a un énorme travail de communication. Alors, on n'a pas du tout la force des mastodontes du secteur, mais on travaille énormément aussi bien avec les fédérations, les pouvoirs publics, les collectivités et les clubs pour que quand on leur remet le maillot, vous voyez, par exemple, c'est un maillot qui a été remis à des jeunes du stade du RC Toulon, quand on leur remet les maillots, on leur explique l'histoire. Et surtout, on leur propose de ramener leur ancien maillot. Donc on se retrouve à recycler des maillots Nolt, mais aussi des maillots d'autres marques, parce qu'à la fin de la journée, ça reste du polyester, on est capable de refaire des coupelles avec. Donc cette histoire de circularité, en fait, on met le licencié, le sportif, au cœur du projet à chaque fois. Donc le jeune qui a 4 ans, là c'est un maillot 8 ans, il ramène son vieux maillot, et on raconte l'histoire ensemble. Une petite remarque avec Gérard Rougier qui, avant d'être passé par la fédération de golf, était du côté de celle de ski. On pourrait imaginer recycler aussi toutes les tenues là,
de nos skieurs? Ah oui, Il y a un chantier il y a énorme. énormément de produits Lycra et comme ça dans l'événementiel en général, mais notamment dans le ski. Même c'est vrai que les tenues, les combinaisons de descente des sportifs aussi sont directement sérigraphiées dans la matière, dans la toile. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si tu es en contact avec la fédération de ski, mais oui, et puis même au niveau international, il y a le nombre de compétitions qu'il y a dans le ski et le nombre de dossards qui sont distribués, alors certes récupérés sur une saison, mais pour répondre à ta question, le gros souci c'est que souvent les dossards sont à usage unique sur une saison, parce que soit l'année d'après ça change en termes d'années, en termes de partenaires aussi, et on n'avait pas trouvé jusqu'à maintenant les moyens de réimprimer par-dessus. Là en fait on ne réimprime pas par-dessus, ce que j'ai compris, on réutilise le produit à autre chose. C'est ça. Ce qui est une excellente idée. Alors, vous l'avez un petit peu dit, hein, les marques éco-responsables souvent ont un coût. C'est l'une des priorités que vous avez chez Nolt, démocratiser au maximum tout ça. Et pour ça, vous avez besoin de l'aide des distributeurs. C'est un peu le cas aujourd'hui. Vous avez des gros mastodontes de la distribution qui vous aident à commercialiser ça en réduisant un peu les marges. C'est là que la solution se trouve? Ouais, c'est exactement ça. La chance qu'on a, c'est que nous-mêmes, on travaille avec des marges extrêmement réduites dans le secteur du textile. Et on travaille avec des distributeurs comme Decathlon, on peut très bien les citer parce qu'ils sont très engagés depuis le tout début du projet. Ils nous ont aidés à collecter nos premiers textiles auprès de clubs en magasin. Donc ils ont mis des bornes de collecte. Ces coupelles-là, par exemple, ont été conçues avec des maillots qu'on a recyclés grâce à Decathlon. Donc on collecte énormément avec les clubs, mais aussi avec des distributeurs. Donc on a Decathlon, on a Casal Sport, qui sont très engagés et qui acceptent, et il faut le dire, c'est assez rare dans ce milieu, qui acceptent de travailler à marge réduite pour que le projet se développe. En fait, ils sont conscients de ce que ça peut donner et ils jouent le jeu. Pour nous, c'est génial. Et on espère qu'en fait, ce qui se passe avec Nolt, ça va se passer avec d'autres marques. Parce que le jeu, il est là. C'est qu'on ne peut plus travailler à des marges à x3 sans se poser la question de la fin de vie du produit. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Je pense que c'est fini. Ouais, et puis il y a des règles, dans le milieu du sport pour penser au moment de la mise en rayon, effectivement, à la fin de vie du produit. Donc on en est véritablement là. Alors aujourd'hui, c'est encore à petite échelle. Oui. L'idée, c'est de passer la vitesse supérieure? La surmultiplier. Oui, c'est ça. L'idée, c'est ça. Au niveau européen, on a donc 350 clubs en France. On travaille aussi avec des sponsors qui offrent des maillots à des clubs qui sont très engagés sur l'économie circulaire. Donc ça se structure en France. On a parlé de Decathlon qui nous aide énormément. L'objectif, c'est maintenant d'accélérer aussi bien sur la distribution au niveau européen que sur ce qu'on appelle le B2C. C'est-à-dire qu'on parle aux clubs aujourd'hui, c'est chouette, c'est notre cœur de métier, on va dire. On veut parler aussi aux sportifs de tous les jours, donc aux cyclistes ou aux coureurs, qui veulent aussi acheter des produits circulaires, donc qui n'ont pas des licences dans des clubs, et qui veulent courir circulaire ou rouler circulaire, mais pas trop cher. Donc on fait la même chose, enfin on veut faire la même chose, offrir des projets éco-responsables et circulaires à moi, par exemple, qui fait du vélo à titre personnel, que je puisse acheter des maillots de vélo pas trop chers. Avec du coup un nouveau modèle que vous allez lancer là, le cobaye. Alors ouais, racontez-nous. C'est ça le cobaye. En fait, l'idée, c'est par exemple ce très joli maillot de vélo féminin. On va proposer quelque chose d'un petit peu différent. On va lancer ça tout début mars. Pendant un mois, on pourra acheter ce maillot. Il y aura un prix d'entrée, 85 €, le maillot 100% circulaire. Pendant un mois, tout le monde achète le maillot. À la fin du mois, on facture les gens par rapport au nombre de personnes qui ont acheté. Le prix aura baissé. Donc c'est un système de précommande où est-ce que plus de gens achètent, plus le prix baisse. C'est un système d'achat groupé. Donc en fait, on s'engage pour un prix, mais à la fin du mois, si on a 200, 300, 400 personnes qui ont acheté, on se retrouvera avec un maillot qui est parti à 85, qui sera peut-être à 50, voire 40 €. Nous, on utilise ce volume, ce qu'on a appris avec les clubs, en fait, on utilise ce volume pour réussir à acheter plus de matière et baisser nos prix d'achat. Et en fait, on répercute tout ce qu'on a pu gagner, on répercute ça sur le client, l'utilisateur. Et la baisse, elle est de quoi? Elle est de 1-2 € ou elle peut vraiment être conséquente? On peut diviser par 2 le prix du maillot. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que nous, plus je peux acheter de tissus recyclés, plus j'arrive à des bonnes économies d'échelle. Donc l'objectif, en fait, il est vraiment de répercuter toute cette marge sur le consommateur. En fait, si on veut avoir un impact, il ne faut pas que je vende 35 t-shirts de vélo. Ça sera un très beau branding, mais il n'y aura pas d'impact. Si on veut un impact, il faut faire des centaines, voire des milliers de pièces. Et là, si on prend une part de marché intéressante, là, on a un vrai impact.
avec un consommateur qui va devoir changer un petit peu ses habitudes et attendre son produit, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément toujours la tendance, effectivement, mais il y a peut-être effectivement une prise de conscience à avoir avec un nouveau modèle qui, au final, permettra à tout le monde de gagner de l'argent et de recycler des maillots, évidemment. Paul, vous restez avec nous, évidemment, pour la suite de cette émission. On passe au Zoom Eco. Et on va notamment parler de golf maintenant avec Gérard Rougier, DTN adjoint, directeur territoire et environnement à la Fédération française. Merci Gérard d'être avec nous aujourd'hui. Alors dans quelques instants, on va parler en détail de FF Green, ce fonds de dotation initié par la Fédération et créé en 2020 avec de nombreux acteurs de la filière. Mais on va revenir quand même un petit peu sur l'été dernier. Un été chaud, un été sec, un été où il n'y avait pas d'eau et où la pratique du golf a été compliquée et où les golfs ont été un petit peu dans le viseur des défenseurs de l'environnement. À ce moment-là, comment avez-vous réagi puis agi ou agi et réagi, comme vous voulez? Alors, on a eu deux phases. Effectivement, la première action, on va dire, la dernière action, c'est d'assurer, en fait, pour nos golfs, la capacité à continuer à fonctionner par rapport aux problèmes de sécheresse. Tout d'abord parce qu'on a un accord cadre avec nos ministères depuis 8 ans maintenant qui encadre ça. Quand on a des restrictions d'eau, des sécheresses, enfin pas des restrictions d'eau, quand on a moins d'eau dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, on a des seuils d'alerte, il y en a 4 en France, qui sont monitorés sur une carte que beaucoup de gens connaissent quand ils sont liés à l'usage de l'eau. Et donc nous, on a un accord cadre qui a été signé il y a 8 ans, je dis c'est exactement ça, et qui prévoit qu'en fonction des différents niveaux, on réduit notre arrosage parce qu'on est responsable et on sait que l'eau, c'est une denrée vitale et qu'il faut faire attention. L'été dernier, ce qui s'est passé, il y a eu 2 choses qui se sont passées dès le mois de juin. C'est que dans cet accord cadre, on a le droit. Donc en fait, il y a le premier seuil, on était en vigilance. Là, les golfs arrosent comme ils le font tout le temps. Ce qu'il faut dire, c'est que les golfs arrosent quand même de manière responsable depuis toujours. Il n'y a plus de golfs aujourd'hui qui arrosent avec de l'eau potable, ou très peu. Je crois qu'on est à 95% de golfs qui sont en eau non potable, entre guillemets. Deuxième chose, les golfs arrosent de manière ciblée et responsable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des quantités, il y a des quantités d'eau importantes, mais pas tant que ça. En gros, aujourd'hui, c'est 25 000 m3 d'eau par tranche de 9 trous. Mais quand il n'y en a plus, quand il n'y en a plus, on a des restrictions. Voilà. D'accord. Donc à partir de là, et l'été dernier, on était au seuil numéro 4. Alors certains, il y a eu un certain nombre de départements qui ont été en seuil numéro 4. Et là-dessus, on a appliqué en fait nos règles, on n'arrose plus que les greens. Mais il y a certains départements où les préfets ont le droit, sont allés plus loin, pour 2 raisons. Soit les dangers pour les populations, donc là on arrête d'arroser complètement, c'est ce qui s'est passé dans 3-4 départements réellement, et soit on réduit à la simple expression d'arroser les greens. Voilà. Donc nous, c'est la première chose qu'on a faite. À partir de là, bien évidemment, il y a eu un certain nombre de débats dans l'opinion publique qui disent mais les golfs, pourquoi ils continuent à arroser alors qu'il y a des endroits, des secteurs d'activité, et notamment les usagers, on n'arrose plus. Donc là, nous, on s'est, entre guillemets, défendu, expliqué sur notre encadrement à nous sur l'usage de l'eau vis-à-vis d'attaques grand public. Même on a eu des golfs qui ont été saccagés, enfin saccagés c'est le bien grand mot, mais qui ont été attaqués entre guillemets un peu de manière symbolique. Voilà. Donc on s'est organisé pour faire face à 2 sujets. Le premier c'est respecter la loi et le deuxième pour expliquer qu'on respectait la loi. Alors, on comprend les crispations, etc. sur l'été dernier, mais aussi, bien qu'il y ait un écosystème qui vit de ces golfs, un système économique, on le sait, ça ne va pas aller en s'arrangeant. La solution, elle va où? Comment on fait demain pour quand même réussir à tenir ces golfs, à maintenir ce vert et à préserver cette biodiversité qui est importante aussi sur ces zones-là? Si on répond sur le sujet de l'eau, en France, on a un énorme potentiel qui est déjà utilisé dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées.
En France, on utilise très peu cette technique-là, souvent pour des raisons sanitaires. Là, on se rend compte, parce qu'on discute depuis la fin de la sécheresse, on va dire, avec les pouvoirs publics, où il y a un plan qui est en train de se mettre en place sur ce sujet-là au niveau de l'État. Ça, c'est le premier sujet. Donc, on va amplifier l'utilisation de l'eau usée pas que chez nous, pas que dans les golfs, un peu partout. Et nous, on est en train de travailler activement sur ces sujets-là, et on engage une transformation de nos golfs qui ne sont pas sur ces dispositifs-là à le faire. Donc, alors, ça représente de l'argent, mais on va essayer de trouver des moyens de subvention. On a des conventions aussi avec les agences de l'eau qui pilotent l'eau en France, qui nous permettent d'amener des subventions aux gens aux activités qui préservent l'eau. Ça, c'est le premier sujet sur l'eau et sur ce qui nous arrive. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, ça va être, nous aussi, d'engager des sujets de recherche pour pouvoir améliorer en fait le gazon. Aujourd'hui, on cherche comment avoir des gazons plus résistants à la chaleur, résistants à l'eau, moins consommateurs d'eau, pour justement moins utiliser d'eau. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de se dire on ne peut pas se passer d'eau de toute manière pour entretenir une surface végétale verte. Il faut en avoir, moins on l'utilisera, mieux on la partagera. Donc voilà, pour faire court. Donc on a ces deux voies. La première, réutiliser l'eau usée. La deuxième, avoir un gazon plus résistant et étudier un petit peu comment on peut faire évoluer les graminées et moins consommateurs en eau. Évidemment. Alors ce sujet, vous n'aviez pas attendu l'été 2022 pour le traiter. Ça fait un petit moment que la Fédération travaille autour de la biodiversité, notamment je crois avec le musée d'histoire naturelle à Paris. Ça fait 20 ans qu'on travaille. 20 ans déjà les travaux. Et donc ce fonds de dotation qui arrive un peu au moment du confinement, c'est pareil, ce moment où tout le monde s'est mis à réfléchir un petit peu plus en détail. Ce fonds de dotation FF Green, alors c'était quoi l'idée ? Alors l'idée avait été un petit peu avant le Covid, effectivement. Peut-être que le Covid a accéléré aussi sa mise en place. En 2020, on a en fait fait ce fonds pour lever des fonds, pour financer des projets de recherche et trouver des solutions aux problèmes aux problèmes qu'on rencontre et amener des solutions aussi à l'environnement. Ce qui veut dire que je pense que ce qu'il faut qu'on entende aujourd'hui, c'est que le golf, et peut-être que c'est ça l'enjeu de l'environnement de demain, il est face à des contraintes. Ça, c'est la première. Est-ce que la contrainte est une solution à l'environnement ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on subit des contraintes. Première, on nous demande de réduire l'eau, donc forcément, c'est plus compliqué à entretenir un terrain de qualité. Deuxième chose, on nous demande aujourd'hui de supprimer les produits d'entretien ou de gestion des maladies sur les gazons. Il ne faut pas oublier que nous sommes des pelouses sportives olympiques, donc il faut que les standards de jeu aient un niveau international. Et donc face à ça, on s'est dit qu'il faut qu'on trouve des solutions. Donc la solution, ça passe que par de la recherche. Et pour faire de la recherche, il faut avoir des fonds. Donc on a créé un fonds de dotation pour trouver des fonds, pour pouvoir financer et subvenir à des projets de recherche avec lancement d'appels à projets. Donc on en a 3 aujourd'hui qui sont en cours. Le premier, c'est, on l'a dit tout à l'heure, sur les gazons, transformation des collections variétales, donc en gros trouver des nouvelles graminées plus résistantes de gazon. Deuxième chose, c'est un programme de sensibilisation à la biodiversité. Nous sommes des espaces, 33 000 hectares, je crois, de forêt, les golfs. Donc sensibiliser les gens qui jouent, mais aussi les exploitants, à faire qu'on ait un espace de biodiversité et donc de la connaître, voilà, avec un programme qui vise les enfants. Et un troisième sujet qui est de regarder aujourd'hui quel est le degré de captation de carbone qu'apporte le gazon dans les golfs, pour pouvoir amener cette étude et dire finalement le golf, c'est aussi un espace de verdure qui peut contribuer à capter du carbone et réduire les émissions. On dépense de l'eau, mais on capte du carbone, pourquoi pas, effectivement. Donc le fonds de dotation pour avoir des moyens, évidemment. Comment vous en parlez avec vos pratiquants, qu'ils soient petits ou joueurs de haut niveau ? Vous arrivez à les embarquer sur le sujet ? Alors, ça dépend. Je suis honnête, ça dépend. Alors, on a des gens qui sont comme partout sensibles, donc ceux-là on les embarque facilement. On en a des sceptiques. Ceux-là, je pense qu'il faut se dire tous ensemble que c'est compliqué à les embarquer. Je ne sais pas s'il faut passer du temps à essayer de les convaincre. Et puis on a le milieu, en fait, ceux qui ne connaissent pas, et nous on les embarque en essayant d'être le plus clair possible, le plus transparent, le plus pédagogique. Donc on essaye de faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation,
que ce soit aux impacts, que ce soit à la biodiversité, que ce soit aux techniques culturelles dans le golf. Donc voilà, c'est ça l'action de la fédération, c'est sensibiliser, faire connaître, éduquer et faire prendre conscience que nous sommes un sport de nature, que quand on pratique dans la nature, on impacte forcément cette nature, et plus on va réduire notre impact, meilleur on sera pour l'environnement, et meilleur on sera pour nos générations futures. Donc voilà l'action résumée. Résumé, effectivement, en quelques mots. Merci. Gérard, vous restez tous avec nous. On va passer aux infos en bref de Sport Planète. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle frappe pourtant un grand coup. À 17 ans, Inès Fitzgerald a décidé de renoncer aux championnats du monde de cross-country qui auront lieu en Australie. La Britannique, qui détient le record de son pays sur 3000 mètres dans la catégorie moins de 20 ans, ne souhaite plus prendre l'avion. Elle a donc demandé à sa fédération de ne pas la sélectionner. Eurocom veut révolutionner de son côté les événements sportifs avec 2 dispositifs, la Rapido et la Cup. L'objectif, c'est de se passer de bouteilles d'eau en plastique, notamment lors des ravitaillements lors des courses. Avec Rapido, les runners peuvent se désaltérer sans s'arrêter et sans utiliser de verre ou de bouteille, le tout sans gaspiller trop d'eau. Plus de plastique et moins de déchets. Et enfin, on parle de ski à Courchevel-Méribel lors des championnats du monde. Récemment, les athlètes ont profité de cette belle occasion pour interpeller leur fédération internationale. 142 d'entre eux, dont Michaela Schifrin ou Federica Brignone, s'inquiètent pour l'avenir de la planète et de leur sport, notamment en raison du manque de neige de plus en plus fréquent. Ils demandent à la FIS de revoir le calendrier, de limiter les déplacements, d'éviter notamment les allers-retours entre les continents. Évidemment, la survie de leur discipline, que ce soit l'alpin, le freestyle, le freeride, en dépend. Je m'adresse à nouveau à l'ancien DTN de la fédération. Pardon, Gérard. Effectivement, ces déplacements dans tous les pays, toutes les semaines, aux États-Unis, Amérique du Nord, on revient en Europe, on repart. C'est un peu vrai pour le golf aussi, avec des compétitions aux 4 coins du monde. C'est aussi là-dessus qu'il va falloir agir demain. Ah oui, bah oui, enfin, demain, même aujourd'hui. Hein. Forcément. Alors un petit clin d'œil, parce que comme il y a eu l'agenda, donc nous, avec j'ai vu la Maïf, nous on lance avec eux une sensibilisation des enfants à la biodiversité dans tous nos golfs cette année, donc une journée. On va parler de biodiversité autour du golf. Donc voilà, ça c'était pour un point d'information. Alors pour revenir sur la question, aujourd'hui c'est le problème de tous les sports. Le ski s'en empare et les sportifs s'en emparent, et c'est très bien parce que de toute manière ça passera par eux. On va être confronté à devoir changer notre modèle d'organisation du sport dans le monde, les transports, enfin, l'ensemble de ce que ça génère, hein. Et donc les sportifs vont être leaders d'opinion. Il faut que les sportifs deviennent leaders d'opinion. Mais effectivement, c'est bien qu'ils sensibilisent. 2, il faut que les instances en place entendent, et 3, il faut qu'elles s'adaptent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir réduire les calendriers de compétition. Je pense qu'il va falloir rationaliser, peut-être pour parler du ski, qu'on revienne sur des débats qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années, de faire les compétitions hommes et femmes ensemble, plutôt que d'avoir 2 circuits parallèles qui tournent autour de la planète. Donc voilà, des choses simples, mais qui conditionnent quand même un changement de modèle. Et c'est pas simple, un changement de modèle dans une économie sportive. Donc oui, voilà. Chacun se dit que c'est peut-être aux voisins de faire voilà, sport et pas forcément à nous. Mais malgré tout, c'est... Pour le ski, en attendant, comme il n'y a plus de neige en octobre-novembre, de toute façon, les saisons forcément démarreront probablement demain, un petit peu plus tard. Vous avez évoqué Maïf, notre partenaire dans cette émission. Maïf qui veut renforcer la communication et la pédagogie dont on parlait tout à l'heure avec Paul autour de différentes problématiques. On a beaucoup parlé d'eau et bien justement, premier épisode de la web-série de Maïf consacrée à l'eau. La série s'appelle « C'est quoi le challenge ?» et on vous la propose aujourd'hui. Maïf Sport Planète présente « C'est quoi le challenge ?» Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. L'eau. À la surface du globe, 97% de l'eau est salée. Il reste 3% d'eau douce, dont 70% d'eau souterraine. C'est un composant essentiel de la vie, aussi important que l'oxygène de l'air. Mais quel est le problème ? Il y a plusieurs problèmes. Le stress hydrique, la pollution des nappes et des cours d'eau, et l'accès à l'eau potable. Intéressons-nous au stress hydrique. En 100 ans, la population mondiale a quadruplé et la consommation d'eau a été multipliée par 7. Ce décalage révèle des usages abusifs de l'eau et il devient problématique. Le réchauffement climatique aggrave la situation. Les glaciers fondent, l'eau est de moins en moins stockée en hiver. En France, 15% du territoire est en risque récurrent de sécheresse contre 5% dans les années 60. En 2022, près
presque tout le territoire a souffert. Les réserves d'eau n'ont pas suffi à couvrir nos besoins habituels. Ce qu'on a compris alors, c'est qu'il faut économiser l'eau, même en hiver quand il pleut souvent. Et le sport dans tout ça. Les infrastructures sportives consomment énormément d'eau douce. Nous remplissons des milliers de piscines et de patinoires, enneigeons artificiellement des centaines de kilomètres de pistes de ski, arrosons 40 000 terrains de sport collectif et d'immenses parcours de golf. L'entretien des équipements consomme aussi beaucoup d'eau. On nettoie ses crampons, son vélo, on rince les voiles des bateaux. Et ce n'est pas tout. La fabrication d'un vêtement de sport, surtout s'il est en coton, consomme énormément d'eau. Au final, bien qu'ils boivent beaucoup et prennent beaucoup de douches, les sportifs consomment beaucoup moins d'eau potable que les infrastructures. Alors, on fait comment ? La question est simple. Avec le stress hydrique qui s'accroît, comment diminuer la consommation d'eau potable dans le sport ? Les solutions les plus simples sont déjà mises en œuvre par les clubs sportifs engagés. Minuter les douches dans les vestiaires, on fait au plus court. Planter des arbres et des haies autour des installations sportives pour rafraîchir la température et mieux stocker l'eau dans les sols. Y a-t-il vraiment besoin d'eau potable pour arroser un terrain ou nettoyer ses crampons ? Avec l'aide de la mairie, on peut installer des récupérateurs de pluie et stocker beaucoup d'eau. On peut aussi planter des espèces de gazon résistants à la chaleur, qui nécessitent beaucoup moins d'arrosage. Le sportif peut aussi agir à titre individuel. Par exemple, en renouvelant moins souvent son matériel, il économisera beaucoup d'eau. Il peut aussi choisir des tissus en lin, en chanvre ou issus du recyclage, dont la fabrication nécessite moins d'eau. Si tous les sportifs s'y mettent et donnent l'exemple, chaque litre d'eau sera considéré à sa juste valeur. Un bien très précieux à protéger absolument. Voilà, ces mini-séries que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de la Maïf. Pas trop d'eau pour nos maillots ? Non, pas trop d'eau. Non, pas trop d'eau. Pas trop d'eau. Pas trop d'eau. Bon, c'est aussi bien. Place maintenant à notre éco-aventurier. Et c'est plutôt un témoignage ce mois-ci que l'on vous propose dans Sport Planète, celui de Stan Turet qui était jusqu'ici skipper. Il a choisi de dire stop assez brutalement à la course au large. Il était 25e de la dernière Route du Rhum en classe 40, les plus petits bateaux. Et il a pris cette décision radicale en raison, dit-il, de l'urgence climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Je vous propose de l'écouter. J'ai pris la décision d'arrêter la course au large pour raisons écologiques. Principalement parce que la dérive climatique et l'effondrement de la biodiversité sont désormais notre réalité et qu'il n'est pas sérieux de fermer les yeux. Et en fait, moi, là, j'étais vraiment tiraillé depuis, on va dire, quelques années maintenant, entre le fait de me dire que j'incitais les gens à faire un changement. La course au large est porteur toujours d'un message d'espérance, de dépassement de soi, d'engagement. Mais là, on fait rêver à quoi, en fait ? Quel est le fond du truc ? À quoi on fait rêver ? Donc moi, pendant 3 ans, depuis que je me suis engagé avec une association que j'ai cofondée qui s'appelle La Vague, on a essayé de faire changer les choses de l'intérieur. J'ai essayé de me convaincre moi-même qu'il fallait rester dans le milieu pour le changer. Et là, pendant 3 ans, je me suis heurté en fait à toute la complexité d'un système et d'une société. Parce que la voile, en fait, c'est un peu le reflet de notre société. Donc il y a des organisateurs de courses, il y a des coureurs, il y a des classes de coureurs, il y a des communicants, des organisations de médias, et en fait, tout le monde se regarde et personne n'ose changer. Tout le monde se reporte la faute sur quelqu'un d'autre. Donc il y a un moment, j'ai essayé de me battre, j'ai donné toute l'énergie que je pouvais. Mais là, ça ne marche pas. Et peut-être que d'autres vont continuer le travail. Il faut qu'on se relaye parce qu'il faut de l'optimisme pour maintenir à l'eau notre bateau qui prend l'eau. mais là, en fait, j'en suis à un point où je me dis qu'en fait, pour faire un changement, il faut qu'on fasse rêver à autre chose. Parce qu'on nous dit tout le temps que la course au large fait rêver. Et comme je l'ai dit, à quoi on a envie de rêver ? Est-ce qu'on a juste envie de rêver de bateaux qui vont le plus vite possible, toujours plus rapide pour juste gagner ? Je pense que l'espèce humaine est capable de mieux, de faire un peu plus que ce truc très primaire de juste gagner et être le meilleur. Et être le meilleur, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on met en valeur ? Qu'est-ce que la performance ? Est-ce que l'engagement humain, au fond, n'est pas plus fort que juste un résultat qui se quantifie en vitesse ? Donc voilà, moi je fais le choix de ralentir, de faire un pas de côté, d'aller vers de la sobriété. Je ne sais pas si je vais réussir peut-être à monter d'autres événements nautiques. Ça sera peut-être autre chose que des courses. Mais en tout cas, là, je vais partir aussi sur une expédition artistique engagée parce qu'on peut faire du sport de manière artistique. On peut faire de la science de manière artistique. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est, je pense, de montrer la beauté du monde. Montrer qu'il y a des choses belles, montrer qu'il y a des choses qu'il faut défendre, des choses qu'il faut se battre pour elles. Donc voilà, je vais essayer de raconter des histoires différentes sur l'océan, mais continuer de faire rêver les gens.
Raconter d'autres histoires sur l'océan, on n'en saura pas plus pour le moment. Sachez que dans son message initial, il égratignait pas mal ses anciens compagnons de ponton, égoïstes, indécents, déconnectés de la réalité sociale et environnementale. Il en faisait partie aussi, a-t-il dit. On notera quand même qu'un certain nombre d'entre eux s'engagent quand même pour la planète, recueillent des données scientifiques ou tentent de mettre des matières plus adaptées aujourd'hui sur leur bateau. On sent un message très radical. Messieurs, est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin pour faire avancer les choses? Je pense que c'est très dur. En fait, je me mets à sa place, il est sportif de haut niveau, il est énormément exposé, il est lui-même très engagé. Je le suis un peu, j'ai vu quand il a fait cette déclaration il y a quelques jours là, dans les médias. Je me mets à sa place, je pense qu'il n'a pas le choix d'être radical. En fait, s'il y va à moitié, il ne passera pas, il ne sera pas écouté, il ne sera même pas dans l'émission. Il faut qu'il soit radical pour qu'il soit entendu. En fait, tout dépend de sa position sur l'échiquier mondial. Moi, ma position sur l'échiquier mondial, elle est différente. Moi, j'apporte une solution. Moi, il faut que j'arrive à faire avec l'existant. Donc, l'existant, ce sont les marques en place et distributeurs. Et il faut que j'arrive à tracer mon chemin pour prouver qu'il y a un autre modèle possible dans le modèle global. Lui, là, je comprends tout à fait sa position. Je pense que si j'étais à sa place, je serais exactement pareil. C'est le seul moyen de te faire entendre, c'est d'être radical, d'utiliser des mots durs pour être relayé. Sauf que là, il sort complètement du paysage médiatique. Moi, je partage cet avis de respecter ce qu'ils pensent et de respecter d'ailleurs tout ce que les gens pensent. L'engagement, c'est un choix personnel, quel que soit le sujet. Où je trouve un peu plus délicat, c'est qu'aujourd'hui, il faut se méfier de la communication. Aujourd'hui, on est sur des grandes déclarations sur l'environnement. Ça fait depuis toujours, l'homme vit avec la planète, vit avec la nature. Ça fait depuis toujours que la nature évolue. Il y a eu des cycles bien avant nous de problèmes de sécheresse, de refroidissement, de réchauffement. Là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que malgré tout, on a, nous, participé à cette accélération, l'homme et l'industrialisation qu'on a faite, et il faut que ça change. Par contre, où je suis moins d'accord, c'est de montrer du doigt les autres, parce que la prise de conscience, elle n'est pas toujours au même moment et au même endroit chez les uns. Donc, je veux dire que ce qu'il fait lui, c'est une chose, ce que font les autres, comme tu l'évoques, comme, je ne sais pas si on se couper, voilà, trop tard, comme il est évoqué, je pense que ça doit passer avec un peu plus d'indulgence. Pour revenir sur le message de l'autre à l'heure, moi je suis un peu choqué quand on montre qu'il y a des gens qui consomment beaucoup d'eau et d'autres qui ne le feraient pas, et qu'en fait on va avoir des soucis d'eau sur la planète. Je ne suis pas certain, ce qu'il faut c'est que l'eau, on va devoir l'utiliser différemment, et que déjà je reviens sur l'histoire de la réhute, si déjà l'eau on l'utilisait 2 fois au lieu qu'une seule fois et qu'elle s'en aille à l'égout, déjà on aurait moins de problèmes. Voilà. C'est comme pour nos maillots, hein. On réutilise toujours. Exactement, et on essaye de le faire avec l'eau. Messieurs, vous avez été super bavards et pourtant vous n'êtes que 2 aujourd'hui. Ouais. Et j'ai quand même un petit quiz pour vous. Donc c'est l'heure de l'écolo quiz. Moi je ne suis pas bon en ce quiz. Très mauvais. Allez, c'est parti, vous êtes en duel forcément aujourd'hui. Le 28 janvier dernier, un match dédié à la protection de l'environnement s'est tenu. Il s'appelle le Green Game. C'était dans quel sport? C'était pas du golf, déjà. Du rugby. Du rugby. C'est en plus rugby. Faut y aller, on n'a plus le temps. Et c'est vrai qu'ils sont engagés au rugby. Le top 14 entre le Racing 92 et le Stade Rochelais, c'était un match à Paris La Défense Arena. Des associations pour la protection de la biodiversité locale, les spectateurs qui ont participé aussi pas mal, notamment en faisant du vélo pour recharger leur téléphone. Ça, c'est une très très bonne idée. Un chiffre maintenant qui va peut-être nous faire hurler. La saison dernière, combien a parcouru en moyenne chaque franchise de NBA? Je vous donne 3 propositions, 39 000 km, 69 000 km, 109 000 km. 109, moi je pense. 109 à ma droite? Ouais, je dirais pas. Un petit peu moins, c'était déjà beaucoup, 69 000 km. La NBA qui, selon ESPN, est la plus polluante des 4 ligues majeures de sport américains. Qui a dit « L'automobile est ma passion, mais quand je descends de ma voiture, je me demande parfois si c'est une bonne chose. Est-ce que nous devrions vraiment voyager dans le monde entier et dilapider ainsi des ressources ?» Vas-y. Je parie sur Sébastien Vettel. Oh, il est fort! Et c'est quand même le pilote le plus engagé.
il vient de prendre sa retraite. Il y a de grandes chances que ce soit lui. Soit lui, soit Lewis Hamilton. Quadruple champion du monde, il l'a déclaré en mai dernier. Engagement effectivement très croissant et de plus en plus maintenant qu'il est sorti. Mais ça a motivé aussi sa décision. Sa décision de sortir de son sport. Allez, on termine avec un tennisman français qui va sortir dans quelques mois sa première collection de sport éco-responsable et fabriqué en France. Il l'a encore, Paul? Alors? Là, c'est abusé, là. Vas-y. Paul-Henri Mathieu. Paul-Henri Mathieu, effectivement. Une collaboration avec la marque 1083, première collection de vêtements de sport éco-responsable fabriquée en France qui s'appellera Franc-Jeu. Des fils, la base, ce sera du fil polyester recyclé qui revient là aussi des bouteilles plastiques usagées. Et pour vous mettre dans la confidence, on attend et on espère Paul-Henri Mathieu sur ce plateau très bientôt pour venir nous raconter. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai noté qu'il ne fallait pas être producteur pour être écologique. Moi, j'ai perdu, en fait. Voilà, exactement. Je crois que Paul a gagné ce quiz haut la main. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble des équipes qui se bougent beaucoup pour Sport Planète aussi chaque mois. Merci à tous et à très bientôt.